Notre invité ce matin, Didier Migaud, président de la Cour des comptes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vais brandir votre rapport. Voilà, le voilà, ce fameux rapport. La situation et les perspectives des finances publiques. Il est lourd, il est complet, il est riche. Vous dites, la France a beaucoup d'atouts et beaucoup de rigidité. C'est vrai ? Oui, la France est un grand pays qui a beaucoup d'atouts, mais qui, dans le même temps, a beaucoup de rigidité. D'abord, elle souffre de ses déficits, à la fois de ses déficits de comptes publics. Elle souffre aussi d'un déficit de compétitivité. On le voit bien avec un lent décrochage par rapport à d'autres pays, ce qui fait que la France a quelques difficultés à pouvoir bénéficier, par exemple, de la reprise qui peut exister dans le monde. Alors vous épluchez les finances publiques, Didier Migaud. Vous allez nous dire quel est votre rôle. À quoi servez-vous, la Cour des comptes? À quoi servez-vous? Alors la Cour des comptes est une juridiction. Oui. Totalement indépendante de tous les pouvoirs, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et des pouvoirs locaux, même si nous assistons le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans l'évaluation des politiques publiques et dans le suivi de l'exécution des finances publiques. Donc nous contrôlons. Nous contrôlons la régularité, la probité, la gestion publique à travers notamment ce que j'ai dit sur la régularité, mais également sur l'efficacité. Si j'ai bien compris, la manière dont le gouvernement dépense notre argent, nos impôts. Oui, nous contribuons à la transparence. À la transparence, Nous contribuons à la transparence et puis nous contrôlons globalement, les 1200 milliards d'euros de dépenses publiques sur une année donnée. Oui. Vous aidez aussi aux décisions prises. Vous indiquez. Alors, nous ne prenons pas de décision. Oui, vous aidez, vous éclairez les gouvernants. Ce que nous faisons, ce sont des constats, des observations, et nous y avons ajouté depuis quelques années, parce que ça a été souhaité par les parlementaires, des recommandations. Très des important. Pistes que nous mettons sur la table, étant entendu que la décision appartient bien évidemment aux représentants du suffrage universel. Oui, l'une des recommandations cette année, c'est la diminution de la masse salariale de l'État. On va y revenir parce que on va y ça revenir. fait du bruit. Hein. Alors, attention, il faut que j'ajoute que nous apprécions la situation par rapport aux objectifs qui sont définis non pas par la Cour des comptes, mais par le pouvoir politique, c'est-à-dire par le gouvernement et par le Parlement. Les objectifs, par exemple, y compris sur l'évolution de la masse salariale, ce n'est pas la Cour qui les fixe, c'est le gouvernement. Nous observons si le gouvernement respecte ses objectifs, s'il y a des écarts, et nous mettons sur la table des pistes lui permettant de respecter ces objectifs. Mais les objectifs, une fois de plus, ils sont définis par le gouvernement, approuvés par le Parlement. La loi de programmation des finances publiques, le programme de stabilité, les engagements de la France vis-à-vis de nos partenaires européens, ce n'est pas la Cour des comptes qui les fixe. Alors, j'y reviendrai, vous agacez beaucoup de monde dans le monde politique. Mais j'y reviendrai, Didier Migaud. C'est vrai, hein? Oui, bon, j'y reviendrai, on parlera donc. Nous disons, qu'est-ce que fait la Cour, en fait? Elle est une sorte de miroir. Bon, nous disons ce que nous constatons, nous voyons. En plus, je le disais, c'est dit par une juridiction totalement indépendante, qui n'a aucune posture, aucune arrière-pensée. Donc voilà, et qui en plus a des procédures qui garantissent cette impartialité, cette indépendance. Alors que dites-vous? La situation des finances publiques demeure préoccupante. La dette publique continue d'augmenter. Et vous parlez de 2000 milliards fin 2014. Oui, 2013, enfin 2013, autour de 2010. 2010. Vraisemblablement à la fin de l'année 2014. La dette continue d'augmenter. En 2013, elle a augmenté de 84 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de 1300 euros par Français en une année. Elle est à 1925 milliards fin 2013. Donc c'est important. La dette française est aujourd'hui supérieure à la dette de la zone euro
et de l'Union européenne. La moyenne, en moyenne. Oui. En moyenne, voilà. oui. Donc c'est la première fois. C'est la première fois sur l'année 2013. Donc voilà, donc nous disons il faut faire attention, compte tenu que à partir du moment où vous avez une dette aussi importante, vous êtes très sensible au taux d'intérêt. Et une augmentation, par exemple, de 1% des taux d'intérêt, ça représente immédiatement 2,5 milliards de charges d'emprunt supplémentaires l'année suivante. Plus de 10 milliards, 12 milliards d'euros au bout de 10 ans. Donc voilà, nous disons vous dites les choses clairement, vous dites la France s'habitue à un chômage structurel trop élevé, à trop de dettes, donc à trop de dépenses publiques. Trop de dépenses publiques. Et vous dites, le déficit en 2014, sera autour de 4% du PIB. 4%, alors que le gouvernement nous dit pas du tout la même chose, dites-moi. Le gouvernement, dans le collectif qu'il présente, établit le déficit à 3,8%. Nous avons des interrogations. Au moins 4, vous dites. Nous avons des interrogations par rapport aux recettes. Et à la rentrée des recettes. 15 milliards d'euros de recettes fiscales qui manqueraient. En 2013. En 2013, combien en 2014 ? Ce que nous avons dit, c'est compte tenu des rectificatifs là qui sont apportés dans le collectif, ça devrait être de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros. Il y a quelques interrogations sur la dépense. Nous pensons que la dépense de l'État devrait être maîtrisée avec la réserve de précaution qui a été mise en place, mais il y a aussi les dépenses des collectivités territoriales, les dépenses de l'UNEDIC qui pourraient être supérieures à ce qui est attendu. Et puis, il y a une prévision de croissance que le Haut Conseil des finances publiques a estimée élevé, et si la croissance n'est pas au rendez-vous attendu, ça aura aussi des conséquences. Donc c'est pour cela que nous disons que ce sera plutôt proche de 4%, voire plus, ça veut dire justement les perspectives de croissance ne sont pas ça veut dire respectées. Que nous devrons encore une fois à Bruxelles demander des aménagements. Parce que nous ne remplissons pas. Ça veut dire que l'objectif ne sera pas rempli avec les conséquences pour les années 2015-2016 qui seront du coup rendues plus fragiles. Vous parlez d'UNEDIC, je fais juste une petite parenthèse. Parlons du statut des intermittents. La Cour des comptes avait parlé de statut privilégié des intermittents ? Non, la Cour des comptes... C'était dans un rapport de 2013, non ? La Cour des comptes avait parlé de l'écart qu'il y avait entre les cotisations et les prestations. Et cet écart, il est de l'ordre de 1 milliard d'euros. Ce que nous avons pu constater aussi, c'est qu'il y avait un régime plus favorable pour les intermittents du spectacle par rapport aux autres précaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont des contrats en intérim, par exemple, ou qui travaillent en intérim. Donc nous avions posé à ce moment-là le bon niveau de solidarité interprofessionnelle. Nous avions pu constater aussi que c'était un régime très perméable, très fragile à la fraude, aux abus. Aux abus, et qu'il y avait des sociétés de production ou des accords entre des salariés et puis les employeurs. Est-ce que vous appelez le gouvernement à respecter les négociations entre partenaires sociaux ? Ça n'est pas de ma responsabilité. Nous avons décrit une situation. Ensuite, c'est aux partenaires sociaux, à l'État de prendre ses responsabilités à partir, je crois, de constats que nous avons établis. Nous n'avons pas dit que le régime des intermittents du spectacle était illégitime. Il est vraisemblable, il est légitime qu'une solidarité interprofessionnelle puisse exister. Il appartient aux partenaires sociaux de fixer ce bon niveau et surtout de se mettre en situation d'éviter les abus et les fraudes qui sont inadmissibles. Si j'ai bien compris, l'État doit être plus lucide. L'État doit savoir arbitrer. Vous parliez tout à l'heure du niveau de dépenses publiques. Il est aujourd'hui à un record. Nous sommes le pays qui, par rapport aux pays de l'OCDE, qui nous sont comparables, a le plus haut niveau de dépenses publiques. Alors, il ne m'appartient pas d'apprécier si c'est le bon niveau ou pas. C'est dangereux. Les questions que nous posons, c'est est-ce que nous avons une qualité d'action publique et de service public au regard des crédits que la France y consacre. Très souvent, qu'est-ce que vous dites ? Non, il y a des problèmes d'efficacité et d'efficience. Et pour
je dirais, un même niveau de dépenses, voire un niveau plus modéré de dépenses, on pourrait avoir une action publique encore plus efficace, encore plus efficiente. C'est-à-dire que les services publics pourraient mieux fonctionner avec le même niveau de dépenses, si je comprends bien. Il y a depuis trop longtemps une indifférence des pouvoirs publics par rapport à l'absence de résultats dans nos politiques publiques. Ou une faiblesse. Ou un défaut d'arbitrage. Nous avons encore trop de doublons. Il faut faire une réforme de l'État. Justement. Il y a encore trop de doublons entre l'État et les collectivités territoriales. Il faut clarifier les compétences entre l'État et les collectivités territoriales, entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Bon, tout cela représente des coûts. Regardez aussi, nous consacrons 40 milliards pour la politique du logement. Est-ce qu'aujourd'hui, on est satisfait de la politique du logement telle qu'elle existe? Non. Est-ce que rajouter des crédits obligatoirement résout la situation? Non. On le voit. On a le même problème pour l'éducation nationale. L'État dépense beaucoup. Et souvent, sans se mettre en situation de respecter les objectifs qu'il se fixe, et sans grande efficacité et sans grande efficience. Alors on va en venir à vos recommandations objectives, diminuer la masse salariale de l'État, Oui, alors là, une fois de plus, c'est pas nous qui fixons cet objectif. Nous raisonnons par rapport à l'objectif que s'est fixé le gouvernement. Le gouvernement nous dit, si je ne fais rien, les dépenses de personnel, si je m'appuie sur les 10 dernières années, vont augmenter d'1,4 milliard. Donc je prends un certain nombre de mesures, comme le gel du point d'indice, comme la réduction d'un certain nombre de mesures catégorielles en fonction, en direction de telle ou telle catégorie. Je réduis donc cette augmentation de la dépense à 750 millions. Le gouvernement a fixé, dans son programme de stabilité, approuvé par le Parlement, une évolution de la dépense de personnel à hauteur de 250 millions maximum. Nous nous disons, si le gouvernement veut respecter cet objectif, les mesures qu'il a prises ne suffisent pas. Ou alors il faut remettre en cause cet objectif. Donc nous mettons un certain nombre de pistes sur la table. Il faut aller plus loin. C'est ce que vous dites. Si le gouvernement veut respecter son objectif, et son engagement vis-à-vis des Français. Vis-à-vis des Français et vis-à-vis de ses partenaires européens. C'est pas la Cour qui décide qu'il faut. Donc nous raisonnons par rapport à des objectifs et nous disons il faut mettre sur la table à ce moment-là la question des effectifs. La question des effectifs. Il faut geler. Alors attendez. Il faut geler les effectifs dans les ministères jugés prioritaires et baisser les effectifs dans les autres. Première chose. Geler les effectifs, c'est-à-dire qu'on met fin au recrutement dans l'éducation nationale. Ça peut vouloir dire ça. Ça, c'est une question de choix arrêté par le gouvernement. C'est la recommandation que vous faites. Oui, Jean-Jacques Bourdin. Ce que nous avons dit d'ailleurs sur l'éducation nationale dans un rapport de l'année dernière, c'est que là aussi, la France consacre plutôt plus de crédits que beaucoup d'autres pays. Pour l'éducation nationale. Or, regardez les résultats, les classements internationaux sur nos élèves. Nous sommes souvent mal classés. Nous sommes aussi considérés comme ayant un système éducatif parmi les plus inégalitaires au monde. Avec en plus des profs qui sont plutôt mal payés par rapport aux autres pays. Il y a quand même un sujet, non ? Donc ça n'est pas qu'une question de crédit, c'est aussi une question d'organisation, de fonctionnement, de répartition des moyens. Nous voulons que les pouvoirs publics s'intéressent davantage à l'exécution de la dépense publique, à son efficacité, à son efficience. Oui, vous dites qu'il faut aussi augmenter la durée effective. Et en cela, nous sommes d'ailleurs sûrement les premiers défenseurs de l'action publique. Non, mais je comprends. Oui, vous demandez à ce que les services publics fonctionnent mieux, tout simplement. D'ailleurs, les Français coûtent moins cher, quoi. Et coûtent moins cher à l'État. Nous avons une fonction publique d'ailleurs remarquable, qui fait très très bien son vous voulez augmenter la durée effective du travail dans les administrations, mais il faut leur mettre. Mais pour une fois, ça veut dire qu'on ne travaille pas assez. Respecter ce que nous avons pu constater, notamment à travers quelques contrôles de chambres régionales, dans des collectivités territoriales par exemple, c'est que souvent la durée effective du travail était inférieure à la durée légale. Donc c'est pour cela que nous disons peut-être faudrait-il faire un bilan de la durée du travail effectif dans les 3 fonctions publiques, État, territoriale et hospitalière. Les collectivités territoriales, vous dites qu'il ne faut pas remplacer une recommandation, ne pas remplacer un fonctionnaire sur 3 dans la fonction publique territoriale et hospitalière. L'État a fait beaucoup d'efforts
par rapport à sa masse salariale, les collectivités territoriales ont augmenté leurs dépenses de personnel. Hors transfert de compétences. Par exemple, au niveau intercommunalité, les dépenses de personnel ont augmenté de 7,2%. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, beaucoup trop, si je vous comprends bien. La Cour veut aussi revenir sur les rémunérations accessoires et les régimes indemnitaires des fonctionnaires. Certaines primes, quoi. Une fois de plus, si le gouvernement veut respecter la limitation de l'augmentation de ses dépenses de personnel à hauteur de 250 millions, ça implique effectivement ce que nous disons. Vous citez trois primes. Attendez, Didier Migaud. Oui, mais pourquoi nous disons cela, qu'il faut réfléchir à la question des effectifs et à la question de la durée effective du travail? C'est tout simplement parce que le gel du point d'indice, il peut pas être éternel. Vous êtes obligé aussi de prendre en compte la nécessité de tenir compte du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et vous ne pouvez pas indéfiniment geler le point d'indice. Donc l'État est obligé aussi d'avoir une politique salariale dynamique. Donc il doit se poser aussi d'autres questions. Si je vous comprends bien, l'État doit être plus rigoureux. Mais je vais y revenir. Vous dites aussi, il faut revoir donc les règles d'avancement, la durée du travail, les primes, mutualiser les achats. C'est important, les communes, les intercommunalités. Je ne vais pas revenir sur les primes. Vous parlez de primes d'indemnité de résidence, de primes de mobilité, le supplément de traitement familial pour les fonctionnaires, un bonus d'allocation familiale que touchent les fonctionnaires, 110 € par mois pour 2 enfants et 180 pour 3 enfants. Vous dites que ce sont des primes qu'on pourrait supprimer. En tout cas, nous le mettons sur la table. Ce sont des pistes qui peuvent permettre de maîtriser, mais c'est à la carte. C'est pas. Nous ne proposerons pas de tout prendre. Bien évidemment, c'est à la carte. Le gouvernement choisira. Oui, en fonction des objectifs qu'il. Mais peut-être qu'il peut réviser aussi ses objectifs. Bon, est-ce que la question qui est posée, c'est est-ce que l'objectif est tenable? Oui. À la Cour des comptes, il n'y a pas trop de fonctionnaires, non? 1800. Alors, je vous entends dire votre question. 1800 pour contrôler 1200 milliards d'euros. En Angleterre, l'équivalent de la Cour des comptes, le NAO, ils sont 860 pour un petit peu plus de 700 à la Cour des comptes. La Cour des comptes allemande, ils sont 1300 au niveau de la Cour des comptes, en comparaison avec 700, 720 au niveau de la Cour des comptes, et ils sont plus de 3000 au niveau de ce qui correspond à nos chambres régionales. Donc voilà, est-ce que c'est excessif? Alors, vous pourriez faire des économies, mais nous en faisons. Nous avons mutualisé justement avec d'autres administrations nos achats. Nous avons réduit le parc automobile de 8 voitures à 3 voitures, maintenant 2. Donc nous faisons des efforts. Vous savez que nous sommes commissaires aux comptes d'un certain nombre d'organisations internationales. Eh bien, cet argent que nous avons de par notre travail, nous en profitons pour faire les travaux qui sont nécessaires de maintenance. Ça fait autant de moins d'appels à l'État. Donc nous essayons d'être exemplaires nous aussi dans notre gestion. Vous demandez le rétablissement de la journée de carence pour les fonctionnaires? Oui. Alors nous avons ça faisait partie des propositions que la Cour des comptes avait formulées. Parmi les pistes que nous mettions sur la table. Oui, vous la mettez toujours sur la table. Elle est toujours sur la table, bien évidemment. Vous demandez pourquoi? Mais là aussi, c'est pour maîtriser les dépenses de personnel. Si vous prenez sans cesse des mesures qui augmentent la masse salariale, alors même que vous fixez un objectif de maîtrise de cette dépense de personnel, il y a une contradiction. Donc il faut essayer d'être logique, d'être cohérent. Vous dites au gouvernement aux objectifs qu'on se fixe. Il en fera ce qu'il en veut, il s'est fixé des objectifs, mais vous dites au gouvernement plus de rigueur. C'est ça? Ce que nous disons, c'est plus de rigueur. Le gouvernement fixe des objectifs. Nous disons, il est important de respecter les objectifs qu'on se fixe. Sinon, il faut modifier les objectifs. Mais le problème, c'est que les objectifs fixés par le gouvernement, ils correspondent aussi à des engagements du pays vis-à-vis de nos partenaires européens. Nous avons une situation qui ne s'améliore pas par rapport à nos partenaires européens. Elle s'aggrave, oui.
Oui. Donc, la situation s'aggrave. La situation de la France, globalement, s'aggrave. Elle ne s'améliore pas et elle s'aggrave plutôt. Oui, sur la dette, par exemple. Oui. Bon, donc il faut être attentif. Donc vous dites attention à cela. Oui, nous disons que la situation est toujours préoccupante et qu'il faut être extrêmement vigilant. La France ne peut pas être montrée du doigt comme étant le seul pays à ne pouvoir tenir ses engagements. Bon, sinon, un jour ou l'autre, le pays pourra le payer chèrement. Ou alors ce sera un lent décrochage, comme ça existe déjà depuis quelques années. Il faut s'interroger aussi sur le déficit de compétitivité que la France peut avoir par rapport à d'autres pays. Vous étiez député socialiste, ce sera ma dernière question, Didier Migaud. Que vous disent vos amis? Que répondez-vous à tous vos anciens amis ou vos amis socialistes qui... vous critique de plus en plus librement. Je suis le chef d'une juridiction. J'ai changé de métier. Je suis le porte-parole de cette juridiction et je me suis désengagé de tout engagement partisan, de tout engagement politique. Sinon, la parole de la Cour n'aurait pas le crédit qu'elle peut avoir aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Je suis garant de l'indépendance de la Cour et de son impartialité. Et j'y serai toujours attentif. Nous ne sommes là ni pour plaire, ni pour déplaire. Nous sommes là pour dire les choses. Souvent, d'ailleurs, ce que nous disons se vérifie quelques mois après. Donc voilà, je crois qu'il vaut mieux tenir compte de cette réalité et ensuite, ce sont les politiques qui arbitrent. Toute la noblesse de la politique, c'est d'arbitrer, de faire des choix. Merci Didier Migaud. 8h57.